C'est bon. Bon, là, j'ai pesé sur record. Mylène, on peut continuer notre discussion Oh pour non! que... OK. Je vais juste prendre le temps de faire ça un peu professionnel. Je vais dire bonjour à ceux qui nous écoutent. Bonjour tout le monde. Je peux leur dire bonjour. Ouais. Mais ce que je suis en train de dire à Mylène, c'est que je veux que les gens qui nous écoutent aient le plus possible une vraie expérience, qu'ils soient témoins d'une vraie conversation. Puis je suis en train de te demander, on s'est-tu connu en 2005-2006? Tu disais oui. Je disais, OK, on va mettre ça sur record. En 2005-2006, moi, une chose que je me rappelle, en tout cas, c'est que c'est peut-être une année après ou cette année-là, c'est que tu m'as donné une chance, tu as cru en moi, tu voulais que je fasse à un moment donné des ateliers d'écriture. T'as complètement Oui. Ah oui, vraiment. éveillé quelque chose chez moi, ma créativité, je me suis lancée, fait que merci. Puis aujourd'hui, ben, on a toujours gardé contact ici et là depuis 2005. Puis tu as été willing pour me parler du sujet de vieillir, bien vieillir, de la mort. J'aimerais ça commencer par, peux-tu nous dire de quel âge? Non, non, non. Ça commence mal, tu sais. Mais oui, j'ai cette année, en juillet dernier, j'ai eu 50 ans. OK, Et que ça va. ça fait des années que j'y pense. Oui, j'étais déjà à partir de 45, là. Bon, 50, ça s'en vient. Fait que ça faisait au moins 5 ans que dans ma tête, c'était fait. Mais là, cette année, c'est arrivé. J'ai eu un fameux chiffre, là, 50 ans, là, une autre dizaine d'accomplis. Mais pour toi, c'est un fameux chiffre. Est-ce qu'avant, à l'adolescence, tu te disais 18, c'est un fameux chiffre, ou tu sais, dans ta vie, tu t'es déjà dit, il y a eu un fameux chiffre, ou c'est juste 50 ans qui est le fameux Non, je pense à chaque tournant de vie, c'était, oh mon Dieu, un tournant. Oh, j'ai 20 ans, 25, 30, 35. À chaque fois que je passais un cap, j'avais l'impression que, oh non, déjà, je suis vieille. Puis je regardais avant dans le passé, puis je disais, oh mon Dieu, je me sentais vieille, mais j'étais donc jeune. Mais là, je me sentais vieille. 5 ans plus tard, oh mon Dieu, mais non, j'étais tellement jeune, plus jeune avant. Tu sais, fait que c'est toujours un état d'esprit, une projection, je ne sais pas ce qu'on fait, mais en tout cas, personnellement, ça m'a suivi là, à tous les cycles de mon âge, depuis assez jeune même. Oui. Donc, je Mais pense que c'est ça, c'est très subjectif. tantôt, tu me disais, depuis que tu étais tout petite, tu pensais au sujet de la mort. La mort, ça a toujours fait partie de tes pensées. Peux-tu m'en dire plus? Eh oui. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être mon père qui amenait à la maison des notions de judéo-chrétienne, parce que bon, mes parents viennent de cette époque-là, mais mon père était plus pratiquant. Mais pas nous, mais lui, oui. Puis il y avait des valeurs, tu sais, c'était très, très euh, caractérisé chez lui. Puis je me sais on parlait euh, bon, de la vie après la vie. Puis le concept d'éternité à 6 ans me fascinait et me terrifiait. Parce que dans ma tête d'enfant, je pensais à ça, je pensais à l'éternité, qu'est-ce que c'est? Fait que pour me le présenter, je me disais, OK, l'éternité, c'est aujourd'hui plus un jour, plus je suis morte, puis un jour de plus, puis encore un jour, puis un jour, puis un jour, puis un jour. Et puis là, je me dis, mais ça n'a pas de bon sens, c'est donc bien À long, 6 ans, l'éternité. à 6 ans, tu te disais ça? Ah oui, oui. Oui, je pensais à la mort comme ça, comme un lieu où on se trouve pour toujours. Puis j'essaie de comprendre, mais pour toujours, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'était comme important de les comprendre, cette notion-là, du pour toujours. Puis c'était terrifiant. J'avais pas envie d'être morte pour toujours parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire tout seul? Tu sais, c'était un peu bien plat. Alors, j'avais pas tous les autres concepts en tête, mais dès 6 ans, là, ça, c'était des. Moi, quand j'allais jouer dans le bois, là, faire l'indienne, c'était à ça que je pensais. Je réglais ces grosses crises existentielles-là dans ma petite tête d'enfant. Mais comment tu réussissais à te rassurer? Ben, est-ce que tu réussissais à te calmer sur cette immensité? Non, pas vraiment.
c'est avec le temps que je trouvais des réponses plus adaptées, tu sais, plus profondes aussi, avec mes connaissances, en expérimentant. Mais euh, tu sais, quand tu es petit, tu formules pas non plus ces questionnements-là aux adultes. C'était vraiment dans mon fort intérieur. Puis euh, bon, puis c'est une époque aussi à la Michel Tremblay, là, tu sais, où toutes les TQ jouent sa terrasse, les gens sont des familles pauvres, ça chicane, tout le monde est en crise. Fait qu'il n'y a pas vraiment des parents très disponibles comme on voit aujourd'hui, tu sais. Il n'y avait pas les mêmes moyens non plus, on dirait, moraux d'aider leurs enfants, peut-être, dans ça. Puis bon, je ne le disais pas non plus, tu sais. Alors, non, c'est plus tard, en vieillissant, en cherchant. J'ai toujours cherché à approfondir cette dimension-là parce que c'était moi. Et puis, j'étais très outsider, dans le fond. C'est plus ça qui me, qui m'amenait des difficultés ou enfin des défis parce que j'avais ces questions-là que les autres enfants n'ont pas. Eux autres, ils jouaient à poupée, puis je veux dire, c'est des enfants. Alors que moi, j'étais déjà en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Puis j'avais déjà un mandat, tu sais, dans ma tête, j'étais venue sur la terre pour me renforcer. Puis moi, je voulais être une Indienne déjà. Je pensais que c'était un métier. Je voulais être une Indienne, là, comme une autochtone, une Amérindienne. Et je allais vraiment dans le bois quand il restait encore des forêts à Longueuil. Ma mère, elle ne savait pas. Puis là, j'allais jouer là-dedans, puis j'enlevais mes chaussures, puis je m'endurcissais, parce que je me disais, moi, c'est ça ma mission dans la vie, c'est de devenir une meilleure humain, plus forte, plus forte. Puis là, ben, je Mais pensais à tout quand ça, tu fait es que je ressemblais à arrivé, pas aucun enfant. quand tu es arrivé à l'adolescence, qui est souvent une période encore plus de ce type-là, là, d'introspection, etc., comment la transition s'est faite? La vague de questionnement existentiel, tu l'as vécu comment? Est-ce que t'avais encore cette peur de mourir? Parce que aussi, on devient plus téméraire à cet âge-là. Comment tu as vécu ça, cet aspect? Oh mon Dieu, ça s'est promené, hein? Ça s'est promené pendant longtemps. J'étais comme très croyante. Tu sais, j'avais l'impression que croyante dans le sens que j'espérais, pas convaincue, mais j'espérais que quelqu'un de bienveillant veillait au-dessus de moi. Et puis je lui demandais toutes sortes d'affaires. Puis à l'adolescence, ben, quand j'ai vu que ces choses-là n'arrivaient pas, ben, j'ai dit fuck you, toi en haut, là, puis il n'y en a plus. Tu sais, il y a moi, puis il n'y a plus rien. Alors je vais faire mes choix en fonction de ça. Puis à un moment donné, après une grosse année de drop-out où j'ai quitté l'école. J'étais vers secondaire 3, là, je pense que c'est le pire secondaire. Là, puis tout a foiré. Puis j'étais quelqu'un de très studieux. Moi, j'aimais l'école. Puis cette année-là, ça allait vraiment pas bien. J'ai lâché l'école. Puis là, je me tenais avec une gang de perdus. Puis je me disais, mais je suis pas comme ça. Je suis pas ça. Moi j'ai quelque chose qu'il faut que je fasse. Alors, j'ai comme tout abandonné. Ma mère est venue me sortir de là déjà. Merci, maman. Puis même si je l'ai envoyée promener comme ça se peut pas, là. J'étais Elle est vraiment morte, très. ta mère, parce que quand tu as dit merci, Non, maman, non, tu elle as est encore très vivante, puis elle s'en souvient très bien. Mais c'est ça, elle OK. m'a sortie de là, puis là, je me suis repris en main, puis mon système de croyance est reparti sur une autre lancée, tu sais, dans le sens que il faut d'abord prendre soin de soi. C'est nous, en fait, un peu notre Dieu, notre soi supérieur. On a toutes les ressources en nous. Euh, il s'agit les contacter. Alors, tu vois, ma définition de Dieu, l'au-delà, bon, mais c'est vraiment transformé à travers le temps. Là. Alors là, je te parle de quand j'avais 6 ans, mais après ça c'était très judéo-chrétien, là, l'éternité, Dieu. Tranquillement, c'est devenu beaucoup plus une notion intérieure d'un soi plus élevé qui est en chacun de nous, qui n'a rien à voir avec la religion d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec une force en dehors de nous, mais qui est bien là dans tout l'univers d'ailleurs, tu sais, que toi t'appelles, je pense même en yoga, on parle du prana, c'est la force vive de l'univers, là, qui est dans toutes les cellules, puis qui tend à évoluer tout le temps. Fait qu'en tout cas, là, je suis en train de Mais m'en c'est aller correct. dans quelque chose. Mais Ça on joint peut avec. on peut passer du coq à l'âne, là. Puis je pense qu'aussi, il y a un Super. mini délai d'une seconde quand on se parle. Fait que je m'excuse si des fois je te coupe pas au bon moment. Mais tu sais,
je vais l'appeler spiritualité-là, j'aimerais ça que tu me parles un peu de comment elle a été challengée il y a 5 ans quand tu as perdu, ton amoureux. Si tu veux, expliquer aux gens qui ne connaissent pas, là, tu avais une relation, tu étais bien établie, puis tu as vécu de tu sais, on est bonnes, là, nous autres, on pense à comment bien vieillir que et demain matin, on peut mourir, là. Fait que quand on Oui, vit le oui, oui, tout à fait. d'un être cher, Ben, comment ça se passe? je vais même ajouter une dimension de ça que tu ne connais pas. Je vais te faire un hint sur ça ce soir, Cynthia, Ouais. parce que cette dimension-là est très importante pour moi parce que ça avait un impact complet sur la conception même de la suite de la vie, ou en tout cas. Donc oui, j'étais dans une relation depuis 2011 avec un homme un peu plus vieux que moi, et puis on a été en entreprise ensemble. Lui avait une compagnie avec des associés dans sa famille, puis je me suis investie corps et âme là-dedans. Euh, il y avait des projets. C'était un homme très tourné vers la spiritualité. Et c'était presque même un gourou à un moment donné, d'ailleurs un peu trop. Donc, par contre, il avait une vision que je trouvais palpitante, une façon d'expliquer les choses qui était sans équivoque, qui était très simple et fluide. Et puis, c'est bien difficile de le coincer puis de dire, ben non, ça, parce que moi, je le challengeais tout le temps, je le questionnais. Puis, enfin, on avait tout mis ensemble dans cette compagnie-là. Et puis, euh, un matin, un jour, il est mort, comme ça. Il, Dit-elle en riant. dit-elle en riant, oui, mais ce matin-là, il s'est levé avec une douleur et puis lui ne croyait pas à la mort. Ça va aussi loin que ça. Oh mon Dieu, Et OK, donc, il croyait pas qu'il était éternel, lui, c'est ça? oui, ça allait jusqu'à dire que s'il faisait les bonnes choses spirituellement, qu'il allait pouvoir être éternel. Là, on entre dans quelque chose OK. de presque sectaire. Mais Ouais. c'est quand cet homme-là, avec qui tu vis, même si moi, je n'adhérais pas ou que je questionnais ça, lui, il croyait vraiment. Et pendant des heures et des heures, je l'ai vu souffrir atrocement. Et en fait, il était en train de mourir d'une crise cardiaque. Et puis, il le niait. Alors, il était dans des douleurs atroces et je ne pouvais rien faire. Et puis, plus j'essayais de faire quelque chose, plus il me disait que moi, j'étais en train de paniquer et que que c'était à moi de travailler sur moi, mon calme. Et Attends, je donc, comprends je pas. l'ai vu. Je comprends pas. Lui est en train de faire une crise cardiaque. Toi, tu es devant lui, tu te dis: «On va-tu à l'hôpital?» ou je sais pas ce que En tu plein suggères. ça. Oui, oui, tout à fait. Ah wow! Fait qu'il est en Oui, train de c'est mourir carrément devant toi, puis il est juste, tu sais, «Relax, cher, c'est toi qui as un problème». relax, toi, c'est toi qui paniques. Et puis, à un moment donné, bon, il est devenu inconscient, j'appelle les secours. Et puis, je faisais les soins de réanimation. Puis, il faut que je te dise que j'étais dans une période où c'était, justement, c'était comme, pendant un mois, j'ai été dans une espèce de pneumonie. C'était pas une pneumonie, c'était comme un asthme sévère. J'étais très, très faible. Et ça venait commencer à s'améliorer. Je pense que c'était juste comme un grand message de ma vie qui disait va-t'en, c'est toxique. Et il arrive ça, il arrive que mon conjoint est en train de mourir, puis ça prend des heures, là. Il est dans des douleurs, il sue, il tremble. Je ne l'ai jamais vu, c'est un homme de 6 pieds 3, hyper fort, tu sais, qui ne s'est jamais plaint, puis là, ben, il est en douleur, et puis, et puis je ne peux rien faire parce qu'il il a décidé, lui, que bon, c'était une indigestion et que c'était son foie, puis alors, pendant des heures, je le vois souffrir et quand il devient conscient, j'appelle le 911, puis je suis en train de le réanimer. Puis il revient à lui, puis il me voit faire, puis il me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, j'appelle le secours et il me dit raccroche. Alors, c'est juste pour te dire que c'était de 9 heures, de 9 heures le matin à 1 heure jusqu'à temps qu'il retombe inconscient et qu'il tombe en râle et qu'il devienne bleu. Euh, ça, 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 ça a été la pire expérience de ma vie, je dirais. Sauf que quand tu le vis, tu le sais pas. Tu es comme juste dans un espèce d'espace extérieur à toi. Dans un choc traumatique comme ça, tu sors de toi. C'est trop grand pour ta compréhension. Donc, émotionnellement, ça te dépasse. Alors, c'est comme si tu deviens un peu, je sais pas, neurostatique. Il n'y a plus rien là. C'est comme, tu fais les choses automatiquement. Alors, les secours sont finalement arrivés parce qu'on était sur une montagne assez éloignée. Donc, c'est les premiers répondants, les pompiers, puis tout ça. Et puis, ils l'ont amené.
Euh, ils n'ont Il pas était pas réussi. mort à ce moment-là. Oui, je pense que oui, parce que j'ai travaillé sur lui pendant presque 20 minutes avant qu'ils arrivent, là. Le moment où la dernière fois où il était conscient, il était bleu. Tu faisais le RCR. Oui, Tu faisais le RCR, mais oui, un peu dans oui. une bulle parce que tu étais un peu traumatisé de ce qui se passait. Mais tu n'as pas senti le passage entre la vie et la mort? De ce- Genre, des fois, les gens disent l'âme a quitté son corps. Est-ce que. Ah non, 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 vraiment pas dans ce moment-là. En fait, à un moment donné, il était sur le côté, puis je le flattais, puis je lui parlais, ça va aller, puis je l'entendais râler, puis je pensais qu'il était juste en train de reprendre son souffle, puis je l'ai tourné, puis il était bleu déjà. Alors, c'est comme s'il était déjà en train de partir depuis un bout de temps. Donc, c'était comme atroce, là. Ça se raconte même pas, tu sais, c'est... Et la madame au 911 était sur le téléphone encore et puis elle me disait quoi faire. Puis elle me disait, mettez-le par terre. Il était sur le lit, puis mettez-le par terre. Puis, tu sais, dans ces moments-là, tu penses, tu dis, ben, je peux pas. Je tirais sur les draps, elle me disait quoi faire. Puis, vu qu'il pesait presque 275 livres, parce qu'il était très gras à cet âge-là, à ce moment-là, elle me disait, tirez sur le drap pour le lancer par terre. Mais j'avais aucune force. Alors, c'était vraiment tu te sens que tu fais tout ce que tu peux, mais finalement, c'est les pompiers qui l'ont mis par terre. Puis bon, moi, il était nu, j'ai mis ses culottes. Tu te rends compte de les gestes un peu pas rapport pour sa propre pudeur. Je l'ai habillé. C'est comme ridicule. Parce que je me disais, lui, s'il savait qu'il était là, nu, il n'aimerait pas ça. Alors, j'ai mis pour préserver sa dignité, puis tout ça. Puis en fin de compte, ben, elle a longtemps après. Bon, on m'appelle 1 heure après, peut-être, la famille M. Nadeau. Alors, je suis toute seule. Alors, je dis, c'est moi. Elle me fait venir dans la salle et puis elle me dit, ben, votre conjoint est décédé. Puis elle me laisse toute seule avec un cadavre, la bouche ouverte, la langue sortie, bleue. Alors, Mais je me demande, par là, une moi, journée, il y a plein de choses que je me demande, là. Tu retiens ton idée. Je- euh, la première, c'est, tu sais, perdre son partenaire de vie, c'est quelque chose. La deuxième qui m'est venue en tête, c'est aussi ton système de croyance. Tu sais, toi qui était c'était presque un gourou. Ça a été quoi la transition? Puis si tu voulais ajouter ce que tu allais ajouter, vas-y, là, mais je voulais pas oublier ces deux points-là. ben, perdre son conjoint, c'est déjà juste perdre, déjà être en contact avec la mort. Euh, Cette journée-là, c'était un 14 mai. Quand je suis revenue chez moi le soir, les grillons dans le bois, c'est une forêt, je suis sur une montagne et habituellement, le son des grillons ou des grenouilles, en fait, c'est des grenouilles qui sortent au printemps. C'est assourdissant et c'est d'une telle beauté, mais ce soir-là, là, c'était comme un bruit de tronçonneuse. C'est tellement éclaté à l'intérieur de moi et vide que ça ça me dépassait, tout ça. Ça faisait pas de sens, un beau ciel bleu dehors et une mort aussi atroce. C'est comme si tout d'un coup, il y a cet événement-là, puis toi, tu pars en vrille en dedans de toi-même. La vie vient de changer à jamais. Mais tu le sais pas. Tu peux pas digérer ça du premier coup. Alors, ça va Mais prendre c'est des sûr années que à digérer tout ça. ce que tu as vécu, c'est assez unique, un peu traumatisant, tu sais, étant donné le contexte. Puis, tu sais, je m'en rends compte quand tu m'en parles, là, tu sais, tu te rappelles tous les petits détails. Ça a vraiment été ancré, là, presque comme si c'était l'histoire d'un an, ce moment-là, cette journée-là. Vraiment. Puis, tu sais, moi, je me dis, après cette histoire-là, il y a aussi eu tu sais, ça a dû t'influencer. Comment ça t'a influencé dans ta vie pour être qui tu es aujourd'hui, là? Il y a eu un changement, là, entre la Mylène de ce jour-là, ou un petit peu avant, pendant que tu étais avec lui, puis celle à qui je parle aujourd'hui, là. Bien, écoute, oui, oui, parce que premièrement, il y avait beaucoup de niveaux. Il y avait le deuil, il y avait la prise de conscience de la relation dans laquelle j'étais, la prise de conscience des croyances dans lesquelles j'étais.
si cet homme-là prônait que la mort n'existait pas, ben comment ça se fait que lui est mort? Il y avait aussi le sentiment, c'est moi peut-être qui aurais dû mourir. Moi, j'étais tellement quelqu'un de pleine de tard selon lui, j'étais quelqu'un qui avait besoin d'apprendre tellement de choses que comment ça se fait que c'est pas moi qui est parti, moi qui est la mécréante ou qui ne vaut pas ce que cet homme-là valait, parce que bon, il y a toute une histoire là-dedans. Alors là, tu te questionnes pourquoi c'est pas moi qui est morte. Et Est-ce que donc, ton la sentiment culpabilité, d'imposture, la culpabilité fait partie des étapes, du processus du deuil? Je sais que souvent, les gens vont se questionner comme ça, pas seulement avec ton rapport avec lui, oui, je pense que mais, oui. En mais fait, oui. ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que tu crois, donc c'est un peu comme si dans ta jeunesse, tu croyais en toi, en tes ressources. Là, tu as rencontré lui, tu t'es mis à être challengé sur tes propres croyances jusqu'à douter, voyons, la vie éternelle peut-elle exister? Mais là, est-ce que je me trompe ou tu es revenu un peu à la Mylène qui croit en ses ressources internes après Absolument, tu ne te trompes pas. En fait, il y a des grands bouts, je suis encore en questionnement. J'ai réouvert la porte aux questions. Donc, ce qui était comme des absolus, un peu comme une religion. Tu sais, il y a bien des religions qui ont des dogmes. Fait, c'est ça, une religion, ce sont des dogmes, puis tu les suis, et puis quand tu les suis pas, ben, tu es en dehors ou tu es dans le champ. Alors, il y a toi et les autres, souvent. Dans les sectes, c'est ça. Tu as ceux qui sont dans la secte et puis tu as ceux qui sont en dehors. Fait, moi, j'ai dû vraiment me réécrire. Ça a été très difficile parce que c'était très contraignant. C'est pas le sujet nécessairement. Je veux pas t'embarquer là-dedans, mais c'est vrai Non, que mais ça m'a pris. ça m'intéresse d'embarquer dans des sujets de controverse. Mettons, quand tu pensais à ce qu'on allait se parler aujourd'hui, puis tu t'es dit, ah, il y a peut-être des sujets tabous. Moi, ça m'intéresse parce que ça peut éveiller des consciences, ça peut créer la discussion. Euh, est-ce que, justement, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui est dans une religion ou qui est dans une secte, maintenant que toi, tu es passé un petit peu par, par ça, ou faire la différence entre une religion et une secte. Vas-y, Ben, ou on y va. avec un, t'as pas besoin d'être dans une religion, tu peux être avec un pervers narcissique, puis ça va être la même maudite affaire. C'est quelqu'un qui va être capable de saisir toutes tes failles et puis les manipuler pour te faire douter de toi, pour mieux implanter ses propos, pour mieux te faire le servir. Alors, ça peut être un pervers narcissique. Et d'ailleurs, c'est, je crois, ce qu'était mon conjoint que j'ai malheureusement compris bien après. Ce que je dirais, je pense, la grosse leçon pour moi, c'est mes principes, ma volonté de réponse de spiritualité m'a fait perdre ou m'a fait céder mon libre arbitre à quelqu'un. Donc, j'ai donné le sens de ma vie, j'ai donné à quelqu'un le pouvoir de me dire ce qu'était la vérité en plus. Pas les vérités, la vérité. La vérité sur tout. À un âge où, mon Dieu, je vais devenir émotive parce qu'en plus, ça a concordé avec une période de ma vie charnière, c'est-à-dire le début de ma ménopause et donc la fin de certaines choses. Alors, donner ton libre arbitre, c'est la grande leçon pour moi avoir des réponses à tout prix, savoir la vérité, ça n'existe pas la vérité. Moi, ma quête d'envie, ça a été ça. C'est quoi la vérité? Il y a des vérités, mais la vérité, surtout au niveau de l'esprit, ça, là, c'est le pire mensonge parce qu'au fond, il y a, comme les Amérindiens, il y a certaines nations autochtones qui pensent que la vérité, c'est comme un grand cercle et que chaque personne est assise dans ce cercle-là et dispose d'une part, comme une tarte, là, on va dire, d'une part de la vérité. Ta vision, toi, tu es dans le cercle et ta vision, elle est vraie. Celle de la personne assise à côté de toi, elle est vraie aussi, et ainsi de suite. Alors, chacun, on a une vision de ce qu'est la vérité. On n'a pas l'ensemble de toutes les notions. Et c'est ça, je pense, ma grande leçon, c'est d'apprendre à me faire confiance, à chercher des réponses en moi
et à revenir à Mylène, à revenir à Mylène étant le ressenti. Euh, et ça, c'est encore un travail. Là, c'est une question je pense que ça va être le travail de ma vie. C'était pas ça que je pensais Ben, faire je suis finalement, mais ça va être ça. contente que tu le dises parce que la quête, bon, toi, c'était la vérité pendant un certain temps, mais la quête, je pense que c'est toute sa vie jusqu'à un certain point. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on a peut-être un accomplissement, un sentiment d'avoir fait sa mission. Mais avant, je ne veux pas qu'on parle nécessairement de ça, c'est juste au passage, tu as glissé que tu étais une époque charnière de ta vie, préménopause. C'est quoi, tu avais 42, 43, tu avais quel âge quand c'est arrivé? Tu peux-tu en parler un peu J'ai- de... Oui, ben c'était en 2016, donc j'avais 45 ans. J'allais avoir 46 ans. Puis j'étais avec Pierre que j'avais moi 41 ans. Euh, et on avait parlé d'avoir un autre enfant, même s'il était beaucoup plus âgé que moi, de 13 ans, mais il voulait un autre enfant. Et on ne l'a pas eu. Et est arrivé son décès, est arrivée la suite de la vie. Là, tu sais, bon, j'étais en entreprise avec lui, j'ai dû refaire plein de choses. Et puis, à un moment donné, je vais chez le médecin pour faire un suivi, puis j'apprends que je suis ménopausée OK, depuis un an. mais avec recul, tu te dis pas, ça paraissait, j'avais, je sais pas, moi, des fois, les femmes disent j'étais super déprimée, super anxieuse, des chaleurs. T'as pas eu ça? Oui, 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 j'ai eu ça, mais dans une relation qui, qui me, qui mettait la faute de ces symptômes-là sur ma propre personnalité, comme si c'était vraiment fucké, là. Je suis pas un Oui. modèle. C'est-à-dire que c'est, il y a de l'universel, oui, mais ça, j'avoue que c'est particulier, tu sais. Les bouffées de chaleur pour mon chum, c'était les résistances à la vérité, alors que j'ai eu droit à vivre ma ménopause, là, après sa mort, dans le fond. Sa mort, en fait, ou tout compte fait, ça a été une grande libération. Ça a été de retrouver qui j'étais si ça n'était pas arrivé. Je pense que c'est moi qui serais morte, physiquement ou à l'intérieur de moi, en tout cas. Mais ça m'a permis de reconnecter avec tout ça. Mais ça a été que même ça, la ménopause. Alors, c'était à la fois d'être je reprends comme contact avec moi. Je suis ménopausée. OK, yeah. Puis, fuck, je suis ménopausée parce que ça voulait dire la fin de la fécondité. Et ça a été comme un coup de poing d'en face pour moi. Ça a été comme, c'est fini. C'est fini, Mylène. C'est too late. Tu as pris trop de temps à te décider à avoir des enfants. Puis Dieu sait que moi, ça a été long avant de voir on va dire, le courage ou je sais pas quoi, ou le, le- le- la foi que je pouvais accueillir un enfant parce que je me disais, non, c'est toute une responsabilité, être parent, avoir un enfant pour lui, tu l'élèves. Alors, pour moi, c'est pas un acte banal d'avoir des enfants. Alors, j'y ai pensé pendant longtemps, puis je me disais, non, 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 il faut que je sois prête. Qu'est-ce que j'ai à offrir en partage? Puis, bon, je vais être capable? Est-ce que lui va être bien? Qu'est-ce que je peux lui montrer? Puis, à un moment donné dans ma vie, je me sentais prête, mais mon conjoint de l'époque n'en voulait pas. Et c'est ce qui a fait que je me suis séparée à un moment donné d'une relation qui allait, somme toute, aller assez bien, mais bon, on ne se suivait plus. Puis c'était pas un gars qui avait aussi la même croyance que moi. Puis bon. Et j'ai rencontré Pierre, et puis, oh, wow, lui, il veut un enfant. Spirituellement, il est branché, tout ça. Puis là, tu te rends compte, ben, à un certain âge, ouf, fini. Cette Puis chance-là de attends, là, l'avoir dans ton corps, le rencontrer, tu avais quel âge? Vous avez essayé 40, comme 41 ans. On 41, était 5 puis ans. mort, t'avais 46, c'est ça? Ou 45, j'allais avoir 46, oui. T'allais avoir Qu'on était, 46. ouais. Fait que mais non, mais il y Et en a qui peuvent avoir des enfants à 43, mais toi, ça veut dire que tu as peut-être vécu un deuil de constater, je suis ménopausée, j'aurai pas d'enfant, là. Fait que finalement, comment tu vis avec ça, le fait de ne pas avoir d'enfant? ben, c'est un deuil. C'est un deuil. Ça a été déjà de l'admettre, de le recevoir, puis de me dire, OK, ça n'a pas été facile. Je pense que j'en ai pleuré une shot. De me dire, ben non,
il n'y en aura pas de suite. De ce côté-là, tu Mais le tu prends pourrais comme adopter. ça. Oui, oui, tout à fait. Puis ça, c'était là mais ça ne change pas le deuil, mais c'est comme une alternative à l'enfant. C'est comme deux choses. C'est ça que je me suis rendu compte aussi. Puis bon, après ça, en repensant à avoir un enfant ou le fait d'avoir des enfants, mettons que j'adopterais ou tout ça, mais là, j'ai dû me rendre compte, ben OK, le temps passe, j'ai 46, 47, 48. Ouf, je suis plus fatiguée qu'avant. Euh, j'ai deux gros chiens, j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai pas beaucoup de temps disponible, je travaille, je suis seule, je serais une monoparentale. Tu sais, tu commences à te dire, bon, ben, mes rêves, là, c'est ça aussi, en avançant en âge, on est contraint de faire des choix. Si tu les as pas fait plus jeune. Moi, j'ai attendu longtemps avant de réaliser certaines choses. Euh, Mais y en a-tu d'autres après, à part avoir des enfants auxquels tu penses, ou des choix auxquels quelqu'un de plus jeune, tu lui dirais, là, fais-le le choix parce qu'après, il est trop tard. ben, en fait, ce que je dirais surtout, c'est de profiter du temps que tu as. Parce que l'effet que ça m'a fait, c'est de me faire réaliser qu'on n'est pas éternel, qu'on est vraiment en chair et en os, puis qu'on a une fin. Hein? L'humain, il y a une finitude dans notre condition d'être. Peut-être qu'après, il y a une suite pour notre esprit, mais en tout cas, dans ce corps-là, le reste, je ne le sais pas, j'espère bien, mais ce que je sais, c'est que ce corps-là, il va finir un jour. Puis je le sais dans mon corps. Mon corps me le dit. La ménopause, c'est le rappel, en fait, aussi. C'est la fin de la fécondité, mais c'est aussi c'est comme un rappel, ou en tout cas, si tu ne le savais pas, ça te le dit, que dans un futur pas si éloigné, tu vas mourir. C'est le début de ta fin. Ça a l'air dramatique à dire, mais c'est vrai que c'est ça. C'est le début de la fin de certaines choses dans ton corps. Et ça aussi, c'est un choc. Parce que là, tu prends la mesure de la réalité de la mort dans ta peau. Pendant toute ma vie de 30 ans, 40 ans, même si la mort m'accompagnait, ça restait un concept. Ça restait que je pouvais dialoguer avec ça comme une philosophe le ferait avec un sujet qui lui est cher. Mais là, c'est vrai. C'est dans mon corps. Mon corps, il s'en va vers ça, comme une fleur qui fane. Puis je peux rien faire contre ça. Alors, même si je pense à la mort, c'est pas ça qui me prémunit de la mort. C'est d'être plus dans le temps puis ce que je fais avec. Parce que penser à la mort, c'est un peu penser aux accidents. Ça ne te prémunit pas des accidents. Au contraire, tu vis juste dans l'attente d'un accident ou dans la crainte. Tu peux philosopher sur les accidents, mais ça ne te les fait pas éviter. Et c'est du temps perdu, selon moi, au lieu de créer quelque chose de positif ou de concret avec ta vie. Alors, c'est ça qu'on a, nous autres, malheureusement, les personnes comme moi qui aiment les questions, on s'égare dans notre vie avec les questions parce qu'on est, on aime ça, les labourer longtemps. T'sais. Alors, déjà En ça, même prendre temps, conscience que en même temps, là, c'est comme si tous les gens qui tomberaient sur notre vidéo perdraient leur temps en ce moment. Euh, non, non, non. faites C'est-à-dire des qu'il faut plans. faire quelque chose avec ça. Oui, Et, c'est-à-dire qu'il faut utiliser ça comme une matière pour faire générer de la vie, générer autre chose, ne pas en rester sur le questionnement. Donc, mais c'est parce que à force d'en parler, les gens vont trouver leurs réponses. Puis l'idée aussi, c'est de briser les préjugés. Pour toi, pour certaines femmes, pour plusieurs sans doute, je vais le savoir quand ça m'arrivera, c'est l'arrêt des menstruations, l'arrêt de, tu sais, de pouvoir avoir des enfants qui est comme un signe de vieillesse ou un rapport à la mort. Alors qu'à partir de 20 ans, on commence à faire de l'arthrose. Alors que si on y pense, dès que tu nais, tu es en train d'aller vers la mort parce qu'avant ça, tu étais peut-être ailleurs, mais tu es en vie, donc tu peux mourir n'importe quand. Justement, c'est de se rappeler, on peut mourir n'importe quand, on va arrêter de... Le but, c'est pas d'avoir de l'anxiété en pensant, par exemple, moi, un sujet qui me révolte, je lisais encore cette semaine, il y a une femme qui est atteinte d'Alzheimer. Elle a 42, 43 ans, puis elle voudrait avoir
de l'aide médicale à mourir. Si j'ai Oui, peut-être pas le vrai. Puis, elle, elle ne comme peut ça. pas voir ça ici. Il va peut-être falloir qu'elle aille dans un autre pays faire ça parce qu'elle elle a envie d'être toute là au moment de, de- de sa mort, hein. De sa fin? Puis, Oui. de sa fin, mais de sa fin neurologique, on va l'appeler comme ça. Elle Oui. veut pas être pas là. Puis j'en parlais avec mes parents, puis parce que ma grand-mère, c'est comme ça qu'elle c'est pas à cause de ça qu'elle est morte, mais elle avait de l'Alzheimer vers la fin. Puis il me disait: «Mais elle était contente, elle souriait, elle faisait des jokes». Je dis: «Mais est-ce que vous étiez vraiment avec elle? Ou avec est-ce qu'elle était maintenue en vie pour vous rendre heureux ou elle, est-ce qu'elle était qui était là? Qui était dans ce cerveau?» Puis c'est des questions qui choquent les gens souvent, cette histoire de parce que c'est comme un suicide, mais c'est pour ça qu'on a ce genre de discussion, toi et moi et d'autres, c'est pour éveiller les consciences, réfléchir. Est-ce que j'ai raison dans mon opinion aujourd'hui? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple, si de la perte neurologique ou si tu peux plus profiter de, tu sais, à un moment donné, ton corps ne suit plus, tu sais, tout ce que tu peux être, c'est d'être dans un lit, regarder par une fenêtre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, tu sais, Cynthia, je suis d'accord avec toi que c'est un gros tabou encore socialement, mais il y a des avancées. Puis même moi, je suis comme aussi en évolution sur ce concept-là de l'aide à mourir, l'aide médicale à mourir, parce que j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie des personnes, des femmes extraordinaires qui vivaient avec des handicaps physiques. Et il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Puis le débat est très chaud. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça devrait devenir euh, c'est une décision personnelle et qu'on devrait prendre déjà longtemps d'avance parce que la technologie va nous le permettre éventuellement. On va peut-être être parmi les premiers chanceux à pouvoir décider de quand on veut quitter ce monde. Pas dans un sens de suicide, mais de choisir le moment quand vient la maladie, quand vient justement la perte cognitive, là, et pas pour faire plaisir à des gens ou pour atténuer leur douleur ou pour compenser là, les tabous là, sociaux, là, puis répondre à d'autres contingences qui n'ont rien à voir avec ce que la personne vit. Comme tu dis, si tu es un légume, qu'est-ce que tu fais? Tu es juste maintenu par un corps qui, lui, ne va pas lâcher. Tu attends quoi? Tu attends que ton cœur lâche? Qu'est-ce qui est plus cruel? Moi, je pense que ça, c'est de l'aberration, puis c'est juste relié à des systèmes de croyances. Alors, je suis tout à fait Mm. d'accord que si on le fait, on euthanasie avec bienveillance les animaux, C'est ça, et on oui. trouve ça correct. Puis moi, je suis pour ça, là. Je ne me verrais pas prendre un gun pour tuer mon chien quand ça va être le temps, mais je n'ai pas le choix d'abréger sa faim. Les animaux qu'on a décidé de garder avec nous, sinon ils vont ne faire que ça, s'étirer jusqu'à une mort, jusqu'à temps que d'être un squelette sur pattes. C'est affreux faire ça. Il y a des gens qui font ça, là. Ils gardent leur chien, leur chat là, à des âges plus possibles. Et pour l'avoir vécu sur tous les animaux que j'ai eus, l'euthanasie, c'est hors, c'est souffrant, mais je ne vois aucune autre solution plus bienveillante que ça, de dire adieu à un être qui a fini dans sa vie physique. C'est fini. Son véhicule, là, il est capote. Il faut dire bye-bye au véhicule. Alors, pourquoi pas pour l'humain? D'autant plus pour l'humain. Je veux dire, pour nous, pour nos congénères, pour nous-mêmes, il y a beaucoup plus de dignité là-dedans. Et c'est aussi un choix qui peut se faire presque de façon sereine. Et, et notre rapport à la mort pourrait en être changé aussi. Parce que comme je te dis, on n'y pense pas à la mort. Sauf quand tu es confronté à un événement comme une mort traumatique, comme j'ai pris bien du temps pour expliquer, mais ou bien que tu as une maladie qui fait que tu es toujours en train de penser à ça. Sinon, jusqu'à temps que tu sois hit by the truck, tu n'y pas. Alors, il y a bien des gens qui se réveillent au début de leur vieillesse avec un problème de santé, par exemple, qui se rendent compte, là, oh mon Dieu, si c'est vrai, je vais mourir, ils se mettent à faire de l'anxiété, puis qui capotent, puis ils n'ont pas pensé à la suite de leur vie. Alors, peut-être que c'est important d'aborder ça bien avant, pas pour, comme tu dis, faire de l'anxiété, mais pour préparer cette partie-là de notre vie qui était inévitable. Puis pourquoi pas pendant qu'on a le temps, on est conscient,
qu'on est dans notre force aussi. Donc, dans tous nos moyens, au pic de notre force. Et pas Ouais. attendre qu'on soit fragilisé par l'Alzheimer ou autre. Tu sais, je suis bien d'accord. Euh, Sinon, est-ce que tu crois que toi, t'en as-tu des sujets que tu penses qui sont tabous par rapport au sujet pour lequel on se rencontre, la vieillesse, la mort? Est-ce qu'il y en a auxquels tu penses que tu dis, ça, est-ce que les gens sont prêts à entendre ça? Bien, tu sais, dans tes autres vidéos, je sais que vous avez abordé la question de l'apparence, le physique pour la femme, entre autres. Euh, Puis ça, j'aimerais ça revenir là-dessus parce que pour, je pense que c'est pas que pour moi, mais on est encore dans un monde où l'apparence est un... On est stigmatisé dans des normes. On a beaucoup des règles, on a beaucoup de règles à rencontrer, comme le fait, là, le confinement, là, je fais une petite parenthèse, a forcé beaucoup de personnes à pu aller chez le coiffeur. Tu vois des, des cheveux blancs de plus en plus. Ça a forcé les femmes à être un peu plus en contact avec la couleur de leurs cheveux, par exemple. Mais ça, c'est un des signes, les signes de la vieillesse. Les signes de la vieillesse, c'est tabou. Euh, Mon chum, moi, je vais te donner un exemple. En ce moment, mon copain actuel, mon amoureux actuel, il n'y a aucun cheveu blanc. Fait qu'il y en a trois poils, là, tu sais. Puis il a l'air d'un petit jouvenceau alors qu'il a 52 ans comme moi. Fait que moi, quand je suis avec lui, tu vois, moi, j'ai les cheveux bruns par en dessous, mais si je les laisse lousses, j'ai beaucoup de cheveux gris, puis j'assume. Ça ne veut pas dire que je me trouve... J'ai pas l'air jeune, là, tu sais. J'aurais l'air beaucoup plus jeune si j'avais les cheveux teints. Tant pis. Mais c'est sûr qu'à côté de lui, j'ai l'air plus vieille que lui, puis c'est weird, tu sais, puis C'est le weird parce que regard de... c'est la société qui montre ça, là. Tu sais, dès qu'il y a une femme plus âgée qui sort avec quelqu'un de plus jeune, tu sais, de connu, là, ça passe, puis il y a comme un courant d'admiration pour cette femme-là. Wow, c'est rare, alors que les hommes avec des femmes plus jeunes, ça fait longtemps qu'on voit ça, là, tu sais. Tout Fait à fait, comme si c'était... ça, c'est louable, mais pas l'autre scénario. mhm. Puis d'un autre côté, c'est juste un symbole physique, mais le regard de l'autre change aussi. Le regard de l'autre, tu sais, les gens deviennent un petit peu doucereux, puis te parlent un petit peu comme si tu étais aliéné, tu sais. Des fois, Les c'est gens comme... à 50 ans, Ah oui, ben c'est parce qu'ils ne wow. voient pas mon âge. Tu sais, pour quelqu'un à l'épicerie, là, qui a de 25 ans, 30 ans, là, moi, je peux être sa mère. Alors, Ouais. il me voit comme, hey, puis rappelle-toi, quand tu as 25 ans, tu voyais que on s'appelait les mononcles et les matantes. Ben moi, je suis rendue une matante de 50 ans. Puis je vais à l'épicerie, puis pour lui, je suis sa matante, tu sais, je suis l'âge à sa mère. Donc, il ne voit pas un être humain. Moi, je ne me sens pas comme ça en dedans. Il y a des jours que, oui, je me sens plus vieille, mais ça n'a rien à voir avec mon physique, ça a un rapport avec mon état d'esprit. Mais moi, je ne me sens pas comme ce que j'ai l'air. Tu sais, fait que Mais je tu sais, sais que lui, il me voit c'est d'une pas dans ta façon. tête. Parce que moi, tu sais, je te regarde, là, c'est sûr que la vidéo est super floue, là. Juste une parenthèse, là, une chance qu'il y a un bon audio, mais t'as comme l'air d'un ange qui nous parle. Tu sais, quand tu fais des gestes, ça fait du flou, mais c'est juste ta connexion Internet, mais au moins le son Ah, rentre. Fait que OK. c'est correct, je vais écrire dans la description, vous aurez un bon audio pour la vidéo. C'est correct, mais c'est trop intéressant, je veux pas qu'on arrête. Mais tu sais, c'est parce que je veux dire, je comprends, là, on se fait appeler madame, puis tu sais, mais on est rendu des madames, puis je voudrais pas que cette personne-là s'adresse à moi comme son ami non plus. Ça, c'est Mon la chum, politesse, là. Mais on n'a pas, on peut avoir des discussions super intéressantes, là, mais il y a beaucoup d'expérience derrière ses cheveux blancs. Puis même sans cheveux oui, blancs. puis je les revendique. Oui, oui, je les revendique absolument. C'est pour ça que je te dis que je l'assume. Puis je veux pas être, justement, on n'a pas élevé les cochons ensemble, comme dit l'autre, là. Quand je vais à l'épicerie, je suis bien contente qu'ils me disent madame. C'est juste le regard, comme je dis, qui change et parfois, pas tant dans le ton que dans
Tu sais, des fois, on peut être. Gars, je vais à l'épicerie, là, je fais pas un cours de philosophie, alors des fois, tu sais, je dis des niaiseries, puis j'ai souvent tendance à en dire parce que j'aime ça, mais c'est faut pas le prendre premier degré, puis tu vois, bon, tu perçois dans le regard de l'autre que, OK, lui, il n'a pas compris là, que c'est un C'est quoi la sarcasme ou joke? que c'est une Oui, blague. Il non, te prend la vraiment joke. pour une vieille madame ou une petite madame. Là, tu sais, tu le sens dans son regard, tu fais ah, C'est quoi tabarnouche. ton Des dit? fois, ça me C'est fait quoi rire. Puis, ça allait peut-être hein? être ça, mais c'est quoi la blague que tu as faite qu'il a pas compris, le gars qui place les fruits ou la fille, là? Je sais pas c'est à qui t'as dit quoi, là, mais c'est comme quoi, par exemple? Ah, ça peut être n'importe quoi, tu sais, c'est de l'humour, c'est de l'humour bon enfant, là, tu sais, sur la température ou le fait que tu sais, j'ai pas mes lunettes, puis je vois pas, puis là, je fais une blague, une autre d'autodérision, tu sais, puis quand je mets mes lunettes, elles sont de même, puis là, tu sais, je veux dire, ben, je vais aller vite, puis là, ah, c'est pas drôle l'âge, hein, puis là, je fais une blague, mettons, parce que je me trompe de nez, puis je sais pas, moi, n'importe quoi, tu sais, puis ça n'a pas l'air. Ils n'embarquent pas, tu sais, parce qu'ils se disent oui, elle doit être sénile ou pas loin, tu sais. Puis je vais comme oh my God. C'est une Mais question de perception, tu sais. Bon. est-ce que c'est aussi que il y a un des deuils que j'ai vus qu'on a à faire, mais que je me rends pas tellement compte vu qu'on voit personne en ce moment, tu sais, on est en confinement, mais que j'ai peut-être ressenti que si j'y pense, c'est vrai que j'ai plus le regard des hommes que, tu sais, qui ont envie de m'aborder parce qu'ils me trouvent jolie. J'ai pu, Oui, tu sais, avant, j'avais, mettons, à 25 ans, les hommes entre 18 et 55, peut-être même 60, c'est arrivé, me regardaient et avaient le désir d'avoir une conversation avec moi. Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais c'est peut-être ça aussi, c'est le manque d'intérêt des hommes maintenant, surtout clairement les plus jeunes, les plus vieux, je sais pas, là, mais c'est ça aussi peut-être. Il n'y a plus cette envie d'échanger avec moi parce que je suis hors catégorie. oui. Ça aussi, c'est spécial. Puis je suis contente que t'en parles parce que effectivement, on vit avec ça. C'est en background, comme c'est du non-dit, mais et puis tout d'un coup, un jour, tu n'es plus de flavor of the month, t'es plus de calibre, tu te disqualifies pour être justement dans le top 10 là, du regard de l'autre et c'est déstabilisant, même si c'est pas quelque chose que tu as voulu. Je suis contente que tu en parles parce que tu l'as vécu. Moi, je l'ai vécu aussi. Puis ça me faisait vraiment royalement chier quand je voyais des hommes qui pouvaient être mes pères, mon père, tu sais, me faire tu sais, des commentaires disgracieux, puis grivois quand j'allais à l'université. Gros, tu sais, gros con, tu prêtes mon père, tu sais, puis je me gênais pas, mais j'étais toujours enragée parce que je me faisais toujours haranguer, puis moi, j'étais réactive à ça. C'est comme, tu sais, je suis une guerrière, moi. Je suis pas une Lolita. Qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Mais quand ça arrête, tu fais comme, ben là, c'est quoi? C'était ça? Tu sais, il n'y a plus rien. C'est comme si ma valeur, qui n'était pas vraiment ma valeur, mais j'ai même plus ça. Ah, misère! Tu sais. Heureusement, il y a d'autres choses, Cynthia. Heureusement que j'ai la chance de rencontrer des gens qui s'intéressent à ce que tu es vraiment à l'être et puis qui ne sont pas sur cette donnée-là. Mais j'avoue que même si on ne les veut pas, ces réactions-là de l'extérieur, quand ça arrête, tu te rends compte, OK, tu n'es plus dans le game. En même temps, je suis bien contente d'être invisible. Mais d'autres fois, je me dis, je suis invisible, ça dépend. Quand c'est pour prendre la parole, quand c'est pour défendre une cause, un jour, je vais être plus vulnérable que je suis là. Et je ne veux pas avoir l'air vulnérable parce que c'est ça au fond. Je ne suis pas vulnérable en dedans de moi, mais si j'ai l'air vulnérable, ben, c'est-à-dire que j'ai toujours pris la parole du faible et de l'opprimé. Là, j'ai toujours pris sa part et puis je veux continuer de pouvoir le faire. Et est-ce que le fait de vieillir me disqualifie aussi de ça? Parce que les personnes âgées perdent leur droit de parole à un moment donné, mais on ne s'en rend pas compte parce que non plus, ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont en train de vieillir puis ils vivent leur vie. Ils s'en rendent compte à un moment donné. Puis là, ça sort des nouvelles quand on les entend.
dans les nouvelles les cas d'abus, les cas de négligence ou les cas de juste d'extrême solitude. Alors, ces gens-là, à un moment donné, ils ont perdu leur droit de parole. Ils ont été disqualifiés aussi. Pas juste par une question de beauté, mais parce que maintenant, on s'en occupe plus de nos vieux, tu sais, puis nos vieux, des personnes. Puis je veux pas être dans ça, moi. J'espère être au combat jusqu'à la fin de mes jours. J'espère être dans les premières loges là, de. Mais c'est ça, je veux pas que tu penses déjà, je veux pas que tu te projettes déjà un jour, je vais être vulnérable si c'est pour dire, toi, je pense pas. Je pense pas que toi, tu vas être vulnérable. Tu vas juste continuer. Tu as peut-être peur de l'être, mais je pense pas. C'est qui? En tout cas, il faudrait que quelqu'un de 90 ans vienne à se joindre à cette discussion-là. Tu sais, je suis qui, moi, pour prétendre ça? Mais j'ai juste espoir que c'est pas vrai. Mais où est-ce que tu t'es allé avec ça? Excuse-moi, je t'ai coupé dans le. Non, c'est On va juste être que, vulnérable. ben, je sais où j'allais, je le sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça fait partie aussi des questions que j'ai. Puis oui, oui, parfois, je me sens beaucoup plus vulnérable parce que j'ai vu la fin et que je sens ma finitude m'habiter, puis que je ne suis pas encore rendue assez mûre dans ce processus-là. Je suis moi-même en transformation. Euh, je suis moi-même en apprivoisement de ça, de tous ces aspects-là. Et puis, c'est une bouchée à la fois. Alors, tu sais, je ne peux pas dire, ah oui, je suis super zen avec le fait de vieillir. Puis quand je me sens vulnérable, parce que là, en ce moment, avec la ménopause, par exemple, parce que je suis ménopausée, j'ai beaucoup de douleurs dans le corps. Puis je me suis j'ai parlé avec des femmes, mes sœurs, ma mère, puis ça fait partie des symptômes qu'on a. On est plus fragile, on a moins d'oestrogène. Notre capacité de, comment on appelle ça, là, ta réactivité à la douleur est plus vive. C'est un fait là, notable. C'est connu scientifiquement que l'oestrogène fait en sorte qu'on est beaucoup plus résistante à la douleur. Puis quand on n'a plus, il y a bien des choses qui s'en vont avec l'oestrogène. Hein? C'est comme c'est l'hormone de jouvence par excellence. Puis il n'y a pas juste la peau qui devient plus mince, mais il y a tous ces effets-là, dont la douleur. La douleur qui s'installe dans certaines zones du corps. Tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Je suis en train de casser en mille miettes. Apparemment que ça s'en va à un moment donné, mais c'est le temps que tes hormones se stabilisent. Là, il y a un certain temps à ça. Mm. Moi, ça me fait ça. Il y en a qui ne le vivent pas comme ça. Il y en a qui vivent rien de ce que je te raconte. Donc, ça Mhm. dépend de chacune, la vie qu'on a eue peut-être, je ne sais pas. Tu disais que tu étais vulnérable par rapport à un certain aspect de vieillir. Y a-t-il des aspects où ce que tu considères que là, si tu es en paix avec, t'es en paix, ben, tu sembles en paix avec le fait d'avoir des cheveux blancs ou pas? Ou tu sais, tu es en paix avec le fait de porter des lunettes ou pas? Est-ce que, tu sais, Il faut vivre avec. Ce que je sais, en tout cas, c'est que je suis contente de pouvoir échanger là-dessus puis avec d'autres parce que il n'y a rien de le fun à perdre des facultés. Comme avant, je voyais super bien. Bon, ben, tu m'en parles. Maintenant, si je veux te voir, j'ai besoin de ça. Tu sais, si je veux me voir, les ongles, si je veux me voir les poils sur le menton, j'ai besoin de mes lunettes. Alors, c'est comme tabarnouche. Même moi, je les vois plus. Alors, c'est comme. Donc, non, mais on peut apprendre à en prendre un parti humoristique. Je pense que c'est celui qui est le plus payant dans ce que j'en comprends. C'est pas philosophique, mais ça le devient finalement. C'est-à-dire que, ben, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Contre mauvaise fortune, bon cœur, puis d'en rire, tu sais, puis tous les autres symptômes qui vont avec. Il y a des avantages aussi. Ma soeur, elle en a sorti un bon. C'est un peu. Je vais t'étirer, je vais t'amener dans le tabou, mais je pense que tu vas rigoler. Je peux-tu? Tu me ben permets-tu? oui, vas-y, C'est pas ce vas-y. que je vais dire, là, c'est un cue, mais J'ai aucune idée de ce que tu vas dire. quand on est pleine d'ostrogène, adolescente, moi et des milliers d'autres femmes, tu sais, avant, on n'avait pas Internet pour voir à quoi ça ressemble une vulve normale, hein? Une vulve normale. Tout ce Mal, que tu as comme genre, repère, c'est ça va, là, mais. les clichés de la porn et puis tu sais, tout ce qui est petites lèvres qui débordent, ou les grandes lèvres, c'est une chose, les petites lèvres des femmes, c'est comme une fleur qui s'épanouit à l'adolescence. Puis il n'y a aucun livre à l'époque qui te montrait ça. Alors, moi, je me regardais dans le dictionnaire, je disais, comment ça, je ne suis pas faite là, je suis anormale, j'ai une maladie. Et j'ai donc consulté, puis je n'osais pas le dire, tu sais, j'ai une maladie, hein, puis il disait, vous êtes tout à fait normal en me rentrant un spéculum, tu sais, puis il ne comprenait pas. Alors, tu sais, mais au fond,
Ça, c'est l'explosion des hormones qui fait que ta vulve, elle s'épanouit puis elle sort comme une belle petite fleur. Mais il y a donc des femmes qui n'aiment pas ça, qui se trouvent pas belles puis qui ne se reconnaissent pas puis qui pensent qu'ils sont anormales alors que c'est au contraire une preuve de santé, tu sais. Et à la ménopause, ben, tout ça, ça rentre, ça shrink. Alors, Ah, ma soeur c'est la Dominique, première fois que j'entends ça. oui, Les fèves qui rentrent vers l'intérieur, c'est ça qui se passe? c'est-à-dire que la, la, tout ce qui était gorgé d'hormones, mais il n'y en a plus d'hormones. Alors, ça se rétracte, ça diminue en volume. Alors, ma soeur, elle faisait des blagues. Ma soeur est pas mal plus olé olé dans sa façon d'aborder ça. Puis c'est drôle, elle me dit, ben, il y a des avantages. C'est nous autres, c'est les femmes qui n'étaient pas à l'aise avec la forme de leur vulve, ben, maintenant, ils ont des petites lèvres, tu sais, toutes cute. Mais on fait des blagues parce que moi, honnêtement, si j'avais su que c'était ça, l'hormone oestrogène, j'aurais vu mon corps d'une toute autre façon. J'aurais vu que ça, c'est ma jeunesse qui s'exprime, c'est ma vie, c'est la sève en moi. Puis je l'amène parce que je sais, je fais une parenthèse qui ne semble pas avoir rapport, mais il y a tellement de femmes qui veulent avoir l'air d'autre chose que ce qu'elles ont l'air, dont Ouais. le tabou de la vulve, même le dire, le mot vulve, on a l'impression qu'on franchit on Non, mais je trouve ça très bien. intéressant. On aurait dû commencer avec ça. On aurait dû commencer avec la vulve. Tout le monde aurait écouté toute la discussion. Mais oui, Tu peux clairement. faire un cut, il faut arrêter. Ah, mon Dieu, non, il faudrait que je te réinvite et que tu me parles de ta vie sexuelle. Non, c'est pas du tout intéressant, mais c'est juste ce petit chapitre-là, je trouvais ça drôle. Puis c'est surtout pour dire que, bon, que ça fait partie des belles choses de la vie, que si vous n'aimez pas ce que vous avez l'air maintenant, pensez-y à 2 fois. C'est vraiment, c'est parce que vous êtes fabuleusement fertile et pleine d'hormones de jeunesse. Alors, profitez-en. Profitez-en. Ah, mais avant que on termine, y avait-tu autre chose que tu te dis, ah, OK, ça, faudrait que je parle aussi de ça, là, puis vas-y, parce que. Puis sinon, c'était tellement intéressant, j'ai de la misère à te couper, mais je t'avais dit, je veux qu'on se fasse un max d'1 heure, sinon, tu sais, les gens arrêtent après 8 minutes d'écouter. Ben, j'espère que ça aura retenu l'attention. C'est sûr que là, c'était ad lib et puis, bon, on part dans toutes sortes de directions, mais c'est ça, ces sujets-là, ça nous fait nous projeter dans plein de sphères, puis ça me fait plaisir d'être avec toi, Cynthia, puis bon, j'espère que ça aura captivé l'auditoire. Puis s'il y a d'autres choses que je voudrais parler, ben c'est rester sur le temps qui reste, de ne pas être dans une projection trop loin, d'être plus dans le présent par rapport à vieillir. Puis ça, c'est à n'importe quel âge, dans le fond, parce que tu le dis en plusieurs fois, on ne sait pas quand on va quitter ce monde. On parle de vieillir, ça, c'est un luxe qu'on a. De vieillir, c'est un luxe. Ça veut dire qu'on avance en âge et puis qu'on a l'occasion de continuer à faire des projets. Il y en a qui meurent jeunes, qui n'ont pas cette chance-là. Alors, d'être plus dans le présent, puis là, ben ça sera un autre sujet qu'on pourra élaborer. Puis dans le présent, ben, il y a la pleine conscience, entre autres, qui est une façon d'apprivoiser le moment présent, puis juste respirer par le nez, c'est déjà ça. Revenir à des choses plus simples aussi, puis bon, c'est un autre sujet, mais pour moi, il n'y a pas de grand truc magique pour aborder la suite sans anxiété, parce que c'est un inconnu, la mort, puis vieillir, c'est aussi un inconnu. Puis je pense qu'il faut aussi accepter l'anxiété et la peur comme un petit mouton, pas comme une fin en soi. Moi, j'aime ça parler des moutons quand on traite l'anxiété, notamment, on fait le tour de tout ce qu'on a en dedans de nous comme ressenti, nos peurs, nos doutes. Puis au lieu de les voir comme étant soi, ben, tu les perçois comme tes moutons, puis toi, dont tu es le gardien, comme un être bienveillant en recul de ce qui est dans de toi. Tu n'es pas ce qui est là. Ben, en tout cas, quand j'ai des C'est vrai? oui, Tu n'es comme un petit mouton. ouais. C'est juste un de tes petits moutons, puis c'est à toi, mais c'est pas toi. Alors, en tout cas, moi, ça m'aide à me dire, bon, OK, je l'accepte au lieu d'essayer de trouver une solution pour m'en débarrasser. C'est là. Donc, c'est ça.
J'espère pouvoir rediscuter avec toi parce que c'est un work in progress, vieillir, alors ça peut changer à tout moment. Il y a d'autres réflexions qui s'ajoutent, il y a d'autres découvertes aussi, des apaisements qui peuvent venir et puis Ah plein oui, d'autres points de vue. j'aimerais ça discuter avec toi, tu sais, avant qu'on pèse sur record, tu me disais, n'hésite pas à m'arrêter, etc. Mais tu es tellement entertainant, tu bouges, etc. Tu es très dynamique, que j'ai pas envie de t'arrêter. Mais au contraire, ça me donne, ça me donnerait le goût de faire prise 2. Puis depuis que je t'ai dit que ta caméra, il y avait comme un problème, l'image est super claire, là. Elle aurait dû Super. dès que tu le faisais, mais je me disais, ça va passer, ça va passer. Puis, je suis pas mal certaine qu'il y en a qui, comme moi, vont avoir un coup de cœur pour toi. Puis, j'aimerais les inviter à pas se gêner, à communiquer avec toi parce que tu es une femme de projet. Et, moi, je t'ai connue, tu m'as donné la chance pour donner des ateliers d'écriture, mais tu es une femme de projet. Un peu avant, tu me parlais de cette espèce de coop, de partage, dis-le donc brièvement, là, ce que tu Une me... communauté de partage. En fait, Ouais. une idée que j'aimerais élaborer éventuellement, de pouvoir rassembler des personnes qui ont envie de vivre en commun sur certains aspects, donc de partager des ressources pour générer une abondance commune. Hein, l'union fait la force, mais concrètement, là, que ce soit une grande maison séparée ou plusieurs, des unités qu'on construirait, je ne sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, une église rénovée. Bon, oui, ça fait partie d'un des rêves que j'ai Mhm. me permettre d'accéder à une certaine richesse, abondance, mais aussi un partage de ressources. Parce que pourquoi j'aurais une tondeuse? C'est pas écologique d'avoir chacun sa tondeuse, chacun son truc. Ça fait aussi partie de mes valeurs. Puis un autre projet que j'aimerais éventuellement réaliser, ben, c'est euh, en lien avec la mort et la fin de notre vie, euh, faire des entretiens un peu comme ce que tu fais, mais vraiment ciblés sur cette partie-là avec des gens pour les faire parler sur comment ils anticipent ça, comment ils y ont pensé, puis en faire une écriture, un livre sur soi, peut-être un testament ou un témoignage qu'on peut laisser en héritage à quelqu'un, à nos enfants, à notre conjoint, à nos amis, peu importe. Et aussi, c'est comme une thérapie en même temps, parce que je pense que la mort, ça reste le grand mystère pour tout le monde. Mhm. Moi, d'être complètement illuminé par une foi quelconque, là. Puis je le dis sans sarcasme, mais sinon, ben, c'est le mystère. On ne sait pas ce qu'il y a après. C'est peut-être juste la fin ou c'est peut-être le début d'autre chose. Alors. Mais tu sais, cette idée d'écrire un livre, laisser une trace, etc., je sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais j'ai travaillé pour la Maison des grands-parents de Villeray dans un projet intergénérationnel où ce que, tu sais, on a fait quelque chose, puis j'ai connu des aînés, puis je leur ai proposé, ça vous tenterait pas de raconter un brin d'histoire de votre vie? Puis à ce moment-là, j'étais dans l'écriture, j'avais envie, moi, de publier, puis j'ai édité un livre, puis il était à la grande bibliothèque, mais tu sais, une copie dans les archives, là, parce que, tu sais, qui va lire la tranche de vie de Rita? Ben, peut-être ses amis à elle. Après, eux, ils ont tous eu des copies pour pouvoir partager. Mais je trouvais ça important qu'ils laissent leur trace, que toi et moi qui ne sommes pas, tu sais, en tout cas, pas à ce jour, là, peut-être ça changera, mais tu sais, qu'on n'est pas des personnalités publiques. Je trouve ça important qu'il y ait des vrais, entre guillemets, des vraies personnes de tous les jours laissent une trace de leur vie. C'est quoi leur vie à eux? Pas la vie d'un premier ministre, pas la vie d'un chanteur, d'une chanteuse de Crown, de la Oui, reine ou je sais pas qui, mais la vie des gens qu'on côtoie, nous, qui sont pas dans ces réseaux sociaux ou dans, tu sais, les vedettes, là. Mais, puis d'être pour d'autres personnes inspirantes, puis nous, de s'inspirer des vrais, ben, excuse-moi de dire vraies personnes, parce que c'est des vraies personnes, là, aussi, Véronique Cloutier, c'est une vraie personne aussi, là, elle a des émotions, c'est une humaine, mais il y a tellement de pression sociale que
je sais pas, là, faudrait que je lui parle. Elle peut venir, nous voir si on a des questions à Oui, lui c'est poser. ça. Fait que je te remercie parce que la rencontre, là, je l'ai trouvée super intéressante, authentique, puis, je vais laisser ton courriel en bas s'il y a des gens qui, tu sais, qui veulent communiquer avec toi parce que tu as peut-être touché aussi dans ton histoire, avec ce pervers narcissique, certaines personnes, là, qui sont prises dans une relation comme ça ou, tu sais, dans des idées avec Dieu, puis peu importe, Oui. je vais laisser tes coordonnées, en bas, puis mais nous, on va continuer. Je vais arrêter l'enregistrement, mais on va faire, à moins que tu aies une dernière chose à dire, on va dire bye à notre auditoire. Juste merci, Cynthia. Puis juste préciser que tout ça, ça a été dit évidemment à titre personnel. Je ne suis pas thérapeute, mais je pense que, comme je t'avais déjà dit, il y a beaucoup d'universel malgré tout. Alors, si ça peut toucher des gens, tant mieux, je vais en être heureuse. Et puis oui, si ça a inspiré des gens, ou s'il y a quelqu'un qui a comme un flash, puis dit, ah oui, ça me parle, bien, ça va me faire plaisir d'échanger ou qui sait, tu sais, peut-être développer des projets ou des idées riches, là. Alors, merci beaucoup, Cynthia, de ton invitation. Tes questions sont super stimulantes. Je sais qu'on est allé dans plein de directions, mais ça m'a fait plaisir d'aller dans toutes ces directions-là. C'est pas toutes des volets faciles. J'ai une vie un peu éclatée, mais ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça. C'était aussi pour moi une première de le faire publiquement. Puis un jour, peut-être, j'aurai la chance là, d'y aller plus par chapitre. Puis j'espère que tu me réinviteras. C'était vraiment très agréable. Ouais, ben, ça me fait plaisir. Bien sûr, je vais te réinviter. Heu, puis, tu sais, pour les personnes qui hésitent, parce que j'ai des personnes dans l'entourage qui se disent peut-être: «Ah, j'ose-tu aller dire moi ce que je pense?» Est-ce que je me trompe? Mais on ressort de cet échange-là, puis on se sent bien, même encore mieux, même si tu étais bien il y a 1 heure. Est-ce que ça va? Tu es pas traumatisée? Je suis pas traumatisée. Non, c'est le fun. C'est le fun c'est sûr que s'il y a du feedback, ça va être encore plus trippant, mais c'est agréable d'entrer dans des sujets qu'on n'a pas l'occasion d'aborder souvent. Puis c'est une prise de parole qui est donnée, donc pour moi, c'est très riche, là. C'est une occasion fantastique de pouvoir se dire comme ça sort. Et puis, tu rends ça très convivial aussi. Donc, là, on a dépassé notre temps d'antenne. Chance, C'est correct. ça va te coûter cher d'annonceur, mais bon, non, j'encourage toutes ceux et celles, je ne sais pas s'il y a des ceux, mais en tout cas, celles que tu as abordées, de ne pas hésiter. Euh, on en ressort heureux, oui, c'est vraiment le mot. Ouais. Mais puis tu as dit quelque chose d'important dans ceux qui se sont rendus jusqu'ici dans la vidéo, laissez un feedback, laissez un commentaire, posez une question, faites juste un pouce en l'air parce que tu as raison, ça va faire du bien de savoir qu'on a été écouté. Tu sais, c'est sûr qu'on va voir un nombre de vues, mais tu sais, un feedback, un retour sur quelque chose que vous avez aimé que Mylène elle a dit ou qui vous a touché, ça serait le fun. On va en avoir au moins 2. Moi, puis toi. Je vais aller mettre un pouce, là. Fait que, Ah, ben, super. on dit bye à ceux qui nous écoutent. Moi, je ferme la vidéo puis je suis avec toi dans 1 seconde. Bye. Au revoir.